Avec les congés payés de 36, la France redécouvre son littoral et l'arrière-pays. Près de 4000 km de côtes sauvages ou de sable blanc. Une France d'une grande beauté qui attire de plus en plus de touristes, tant français qu'étrangers. L'été, pendant les grandes vacances, les communes littorales doublent leur population. Il faut dire que la Côte d'Azur a tous les atouts pour séduire. Mais la French Riviera n'est pas la seule dans ce cas. En près d'un siècle, toutes les côtes françaises ont changé de visage et de paysage avec la construction d'hôtels ou de maisons secondaires. 272 habitants au kilomètre carré, une densité humaine supérieure à la moyenne nationale. Malgré les efforts du Conservatoire du littoral, l'urbanisation se poursuit. Pour jouir de cette nature, les Français ont construit un peu n'importe où, et parfois dans des zones vulnérables. La nature reprend parfois ses droits comme ici, dans l'arrière-pays varois, ou plus loin, sur la côte vendéenne. Des fléaux qui se multiplient ces dernières années, mais la France oublie vite. Trop vite peut-être. Avant juin 2010, cette région que nous survolons était dans les guides touristiques un endroit où il faisait bon vivre. Pendant les étés caniculaires, Rebouillon, ce petit village typique de l'arrière-pays varois, était une agréable oasis de fraîcheur. Mais c'était avant la catastrophe, avant que la rivière ne déborde. Jusqu'à ce jour funeste, Bibiane Newsell vivait dans ce hameau. Aujourd'hui, quand elle emprunte cette route qui mène à Rebouillon, elle pense au terrible moment qu'elle a vécu. Sa vie qui a basculé comme l'image de son charmant village. Connaissez-vous un village en France où l'accès est interdit? Pour aller se rendre dans le hameau, on emprunte un sens interdit. On se met hors la loi. Hein, parce que le village ne pouvait plus supporter la pression des touristes voyeurs qui venaient voir la détresse des villageois. Les rares touristes braquent désormais leurs appareils photos sur les vestiges du village. 3 ans après ce drame, les immenses pierres charriées par la rivière sont toujours posées au cœur de Rebouillon. Voilà. Un symbole, comme si ces traces ne pouvaient s'effacer. Le 15 juin 2010, une pluie torrentielle s'abat sur la région. En moins d'1 heure, la rivière sort de son lit. Une vague de 2 mètres engloutit le village. La rivière emporte 3 personnes, elle arrache tout sur son passage. Des voitures, des maisons, ou encore ce pont sont emportés par la rivière Nartuby. Bibiane arpente ici ce qu'il reste de ses terres. Il y avait là, entre autres, son verger et son élevage de poissons. Sa famille est implantée à Rebouillon depuis près de 300 ans. Sa maison surplombe la rivière. Une vue idyllique, mais les volets restent clos. On avait un magnifique étang de pêche qui a fait le bonheur des pêcheurs de Marseille à Monaco pendant 10 ans. Et qui avait une réputation pour le cadre exceptionnel, la qualité de l'eau. Et maintenant, on a un tas de cailloux et un trou béant. Quand on a connu avant, c'était un spectacle de désolation. Bibiane Newsell préfère vivre ailleurs, loin de ce cours d'eau qui reste une menace.
Il y a 3 ans, les autorités ont promis des travaux d'urgence pour sécuriser le village. Mais ces slogans rappellent le temps qui passe et la colère qui monte. Ce matin, une surprise attend pourtant Bibiane. Les pelleteuses et les bulldozers entrent en action. Les travaux sur la rivière commencent enfin. Ici, ce ne sont pas des touristes, mais des villageois qui regardent et prennent des photos. Non, mais... Ah, au printemps, ça va changer d'allure. Ils n'y croyaient plus. Bibiane filme également ce moment. Depuis le drame, elle est la porte-parole des sinistrés de Rebouillon. Là, ils vont donc faire en pente douce pour que plus tard, si un jour il y a une crue, ça puisse passer sur le talus. Et un nouveau gué va être mis en place, un gué submersible. Donc même s'il passe un arbre, il ne devrait pas se mettre en travers et pas bloquer. Et s'il y a trop d'eau, ça passera dessus. Rebouillon, en provençal, là où les eaux bouillonnent. Un nom qui porte en lui une menace, celle de la rivière. En première ligne, la maison de Philippe Blanc. Depuis sa terrasse, il surplombe la Nartubie. Quand dans les collines l'orage gronde, il surveille ses capteurs. Température, vitesse du vent. Le thermomètre, bon, l'anémomètre. Et niveau des pluies. Celui-là, c'est le pluviomètre qui, lui, est relié directement à l'ordinateur. Un système D qui lui permet de suivre en temps réel la situation météo. Il enregistre toutes les données, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Un travail qui, à ses yeux, permet de mieux anticiper les risques. Bon, là, on s'aperçoit que cette année, c'est une année très pluvieuse. Parce que c'est l'année la plus pluvieuse depuis 2008. Puisque bon, ma courbe bleue est au-dessus de toutes les années. Bon, ça ne sera pas au-dessus de 2010 dans quelques temps, j'espère. Philippe Blanc espère surtout que les travaux en cours pourront mieux canaliser les crues de la rivière. Mais comme les autres habitants, il s'interroge. Pourquoi ce chantier a-t-il tant tardé? Pour Pierre-Yves Colomba, sénateur du Var, c'est un mal français. La gestion d'un cours d'eau relève du casse-tête chinois. Comme à Rebouillon où, malgré l'urgence, les blocages administratifs se multiplient. Il fait que ça traîne autant, pour résumer en 2 mots, c'est parce qu'il n'y a pas de politique de prévention de l'inondation en France. Vous avez des bouts de dispositifs qui souvent se contrarient. Le grand truc, c'est que vous avez un magnifique rapport qui vous dit, voilà, il y a eu des défaillances dans ceci, dans cela, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. La Cour des comptes est très spécialisée dans ce genre de choses. Bon, pourquoi ah ben oui, mais parce que... Non, mais moi, ça m'énerve. Parce qu'une fois que vous avez dit ça, une fois qu'on a désigné des responsables, ben voilà, tout le rapport, eh ben, il dort dans son coin. La question, c'est de se poser, mais pourquoi ça n'a pas été fait? Une inertie qui choque ce parlementaire. Il veut en finir avec les discours et passer aux actes pour que les habitants de Rebouillon retrouvent leur quiétude d'antan. Dans ce village du Var, les risques de débordement de la rivière devraient être mieux maîtrisés, à condition toutefois que les pluies diluviennes ne ruinent pas cet espoir. Le lendemain matin, il pleut et il a plu toute la nuit. Bibiane est inquiète. Il vient de me dire que depuis minuit, il a fait 55 mm. Rajouté aux 50 mm d'hier, on est donc à 105 mm. Et la rivière commence à monter considérablement. Donc ça réveille des mauvais souvenirs. Et tout le monde quand même, les gens sont inquiets, stressés. Et dès qu'il pleut comme ça, on a peur. Peur que les travaux sitôt commencés ne soient arrêtés. Peur qu'ils ne soient pas assez efficaces pour empêcher la rivière de déborder à nouveau. Bibiane filme encore et toujours. Un journal de bord pour rappeler aux générations futures que Rebouillon, cette oasis de fraîcheur, restera un village vulnérable. Ce jour-là, le chantier de la rivière a été touché.
Suspendu, il reprendra d'ici à quelques jours. Mais quand sera-t-il à la prochaine pluie torrentielle? Pour Bibiane Newsel, les questions demeurent. Comment arrêter ces rivières si tranquilles qui peuvent très vite se transformer en torrents dévastateurs? Pour tous les experts, la nature reste toujours la plus forte quand elle décide de reprendre ses droits. Un lieu commun, mais Georges Olivary préfère le répéter sans cesse. Il est spécialiste en phénomènes extrêmes. On s'est dit que si la rivière avait des velléités de déborder, on allait pouvoir la maîtriser parce qu'on avait des engins puissants, parce qu'on avait des gros tracteurs, parce qu'on avait des grosses pelles mécaniques, etc. Et que tout ça, on arriverait à le maîtriser. Ce qui se passe aujourd'hui nous montre la limite de cette théorie. Les catastrophes naturelles dépassent complètement tous les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour protéger les gens quand ils sont dans une zone. Pour appuyer sa démonstration, Georges Olivary nous emmène à Draguignan. Il faut suivre le cours de la rivière Nartuby. Depuis Rebouillon, elle descend jusqu'à cette ville de 40 000 habitants. Vue d'avion, Draguignan se niche au fond d'une vallée. Elle est traversée du nord au sud par cette rivière si tranquille. Ici, dans les années 70, les constructions ont poussé comme des champignons. Des lotissements, mais aussi des zones commerciales construites sur un ancien marécage. Urbanisation anarchique. Selon l'expert, elle se fait au mépris de la sécurité des populations. On voit devant nous cette colonisation du bassin versant, et puis on voit ces petites dépressions en face. Tous ces petits vallons se sont transformés en véritables torrents. Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, eh bien, ils ont pris la route qui était la leur, c'est-à-dire le Grand Boulevard. Bref, on était ici dans une zone complètement sous l'eau. Car le 15 juin 2010, juste après Rebouillon, Draguignan est frappé de plein fouet. Les torrents de boue dévalent les rues. Les voitures sont emportées. La maison de retraite, la clinique, des dizaines de commerces, la zone industrielle sont noyées sous 2 mètres d'eau en moyenne. Plus de 30 000 personnes sont sinistrées. Partout, les pompiers sont débordés. À la maison d'arrêt, les 500 détenus sont évacués sous haute surveillance. Dans le département, 25 personnes perdent la vie, 12 dans la seule ville de Draguignan. Les dégâts s'élèvent à plus d'1 milliard d'euros. Ironie du sort, même la caserne des pompiers est inondée. On arrive juste sur cette caserne des pompiers que vous avez ici. On est loin de la rivière là, pourtant elle est de l'autre côté là-bas. Je suis très stupéfait qu'on ait laissé cette caserne en zone inondable. Mais je suis sûr qu'on l'a fait dans l'ignorance de l'histoire. Si on avait pris en compte l'histoire et entre autres la crue de 1827, on aurait compris qu'on était là dans une situation à risque. Des situations à risque que l'on trouve un peu partout le long de la rivière Nartuby. Ces zones vulnérables sont connues. Elles font l'objet d'études. Comment expliquer alors que des zones commerciales avec plus de 200 entreprises puissent être autorisées et construites sur ces terrains? Je vais juste m'arrêter ici pour vous montrer à quel point on est dans des situations vulnérables. L'eau, elle peut monter très vite et puis surtout, on a une hauteur de berge qui est relativement faible. Quand on sait les hauteurs qu'il y a eu à Draguignan, on voit la berge en haut, en face, qui est beaucoup plus haute. Et donc, l'eau aura tendance à déborder. Et quand je me mets au bord de la rivière à l'heure actuelle, eh bien, j'ai moins de 2 mètres de niveau. Et donc, c'est clair que cette eau va s'écouler ici si on a une crue. Après, comment va résister cette berge, comment va résister le parking, mais surtout comment le bâtiment qui est là derrière, lui,
va pouvoir supporter cette vague qui va arriver et qui se dirige sur lui. Hein. Quoi qu'en fasse, la rivière utilisera un jour ou l'autre cet espace comme elle a utilisé en juin 2010 et comme elle réutilisera sûrement. Hein, c'est ce caractère inéluctable, cette importance de la crue, c'est tout ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Que faire alors? Aujourd'hui, le centre pénitentiaire est vide. Les détenus ont été transférés vers d'autres prisons. Draguignan a très vite pansé ses plaies. Mais la ville réfléchit encore au meilleur remède à long terme pour protéger ses habitants. La nature est difficilement domptable, la preuve ici, dans le quartier du Plan. Les autorités ont tenté de maîtriser les crues de la rivière Nartuby. Une digue qui s'est révélée inefficace. Pire, elle a accéléré le phénomène. Donc tout est bien protégé, voilà. Tout est bien protégé, c'est-à-dire que tout le débit reste dans la rivière, toute son énergie. Et puis quand elle vient frapper, comme elle vient frapper ici, eh bien voilà, le dégât, tout explose. C'était pourtant des choses qui paraissaient solides à tout le monde, ces blocs. Et donc ces enrochements-là sont véritablement des enrochements qui ne tiennent pas le choc sur les phénomènes majeurs. Là aussi, il faut être très très clair. On nous dit le génie biologique et le génie civil, dans les phénomènes majeurs, il n'y a aucun qui fonctionne. Avec un tel diagnostic, la seule protection, selon lui, serait de construire l'équivalent de la muraille de Chine. De manière plus pragmatique, il faut lancer, dit-il, une grande campagne de sensibilisation. Il y a là un véritable travail à faire avec la population. Moi, je préfère dire aux gens, attention, et on va travailler ensemble pour diminuer votre vulnérabilité, plutôt que de leur dire, non, non, vous êtes protégés, et puis de se retrouver dans les situations qu'on a vécues. Il y a urgence. Aujourd'hui, dans le Var, plus de 200 000 personnes vivent dans des zones inondables. La Côte d'Azur reste un petit paradis, mais la nature disparaît au profit de constructions en béton. Pourtant, l'État peut changer cette spirale infernale. L'exemple le plus révélateur se trouve ici, sur le littoral. Depuis 1997, année où les autorités ont mis en place le parc naturel de l'Estérel, il n'y a eu aucune nouvelle construction. Depuis la mer, la frontière est visible et parfaitement respectée. Si l'État a pu interdire ce bétonnage de la côte, pourquoi ne parvient-il pas à stopper les constructions en zone inondable? Pour le préfet du Var, il faut juste faire appliquer la loi, strictement. Donc la première des priorités, c'est un contrôle de légalité extrêmement strict sur les élus qui auraient encore tendance, pour certains, à générer des habitations ou des autorisations d'urbanisme dans des zones inondables. Je dois dire que, effectivement, la plupart d'entre eux sont tout à fait dans la légalité. Certains d'entre eux se sont manifestés par une appréhension plus lointaine de la légalité. Ils se sont exposés soit aux sanctions du tribunal administratif, c'est déjà intervenu, soit, dans certains cas, on est allé jusqu'à prescrire les destructions des habitats qui ont été ainsi générés. Pour de nombreuses associations locales, l'État ne va pas assez loin. Il réagit, mais souvent trop tard. Josette Face fait partie de ces passionnariats qui veulent que l'État intervienne plus fermement. Elle multiplie les kilomètres, se bat sur tous les fronts. Dans ces dossiers, il y a de nouveaux projets de lotissement qu'elle veut à tout prix bloquer. Il y a aussi ceux qui sont déjà en chantier. On se bat contre tous les gens qui veulent construire en zone inondable. Il faut vraiment qu'on arrête de construire. Et c'est bien ça qui a commencé. Et si la population vraiment se mobilise, eh bien les élus ne pourront plus faire autrement que d'arrêter de construire et d'arrêter de donner ces permis en zone inondable. Et au préfet de dire stop, on arrête maintenant, on fait table rase et on ne construit plus dans des zones à risque. Et aussi bien inondables que incendies, que effondrement de terrain. Je veux dire, il faut arrêter. La nature est plus forte que nous. Et c'est elle qui a toujours le dernier mot. Voilà. Cette bataille, Josette Face la mène de conserve avec Christine Vatel. Depuis 1999, dans leur département, ce sont plus de 80 associations qui les accompagnent.
Ce jour-là, elles examinent à la loupe un nouveau lotissement qui va voir le jour dans une commune voisine. Il s'agit de la ville balnéaire du Pradet. L'endroit choisi par les promoteurs est dans une zone vulnérable. Le panneau à l'entrée montre déjà que la zone est à risque. La route qui mène aux futures résidences est fermée 2 à 3 fois par an pour cause d'inondation. Ce matin, leur crainte était prémonitoire. Regarde à gauche, regarde ça. 4 jours de pluie, voilà ce que ça donne. Ça déborde, regardez. Regardez là-bas. Voilà. C'est la folie, là. Elles n'en croient pas leurs yeux. Un cauchemar pour Josette et Christine. Comment peut-on accepter de délivrer un permis de construire dans une telle zone? Nous sommes au beau milieu d'un marécage. Juste après la pépinière, on est dans la zone... Depuis 2008, la mairie veut transformer ces terrains en quartier moderne et bétonné. Un projet, à leurs yeux, irresponsable. Ici, il y avait des cressonnières, il y a toujours eu des serres et ça a toujours été une zone agricole. Ça n'a jamais été prévu pour être des zones d'habitation. Dans les années 50, la ville du Pradet compte 5000 habitants. Aujourd'hui, 11 000. Et la population continue d'augmenter. Face aux demandes, le maire cherche encore et toujours de nouveaux terrains à bâtir. Cette fois-ci, ce sera le quartier de la Grenouille qui va changer radicalement. Ce marécage va accueillir 800 logements et un collège. Josette et Christine trouvent que la mairie dépasse les bornes. On voit bien Toute la zone, elle est inondée. Et pourtant, on n'a pas eu de pluie torrentielle ces derniers jours. Ça, c'est quelques jours de pluie normale, on va dire. Hein. Donc là, les terrains, ils sont tous comme ça jusqu'au bout. Et on veut construire quand même, et on veut faire un projet de cette ampleur. Ça nous semble un peu aberrant. On ne comprend pas. Je vais vous dire, aujourd'hui, on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi. On s'acharne à vouloir urbaniser ce secteur. Aujourd'hui, dans le Var, c'est difficile de construire. On ne trouve plus de terrain à construire. Mais je veux dire, quand on ne peut plus construire, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop. Au Pradet, l'eau et les dangers qu'elle représente ne font absolument pas peur à son maire. À l'écouter, il n'a pas l'intention de dire stop. Tout le terrain qui est concerné par la construction, que ce soit ici ou cette partie-là, est en zone blanche. Donc n'est pas en zone inondable. Selon les textes en vigueur, une zone blanche est une zone constructible. Pourtant ici, les experts disent le contraire. C'est selon eux une zone à haut risque. La preuve sur cette carte. En bleu, les zones inondables. En vert, des marécages classés zones non constructibles. En orange, le sol est poreux. Les risques d'effondrement sont réels. Et pourtant, c'est dans cette zone délimitée ici en rouge que le maire veut construire un lotissement et un collège. Le Conseil général enfonce le clou et signale son inquiétude dans cette lettre adressée au maire en février 2012. Vous ne pouvez ignorer les dangers encourus dans cette zone en cas de forte précipitation. Ce serait plus simple finalement de retirer le projet. Non. Alors, je vais vous dire non, c'est pas plus simple. Bon, pourquoi? Parce que d'une part, nous avons quand même un territoire qui nécessite d'avoir une augmentation de la population. Deuxièmement, ce n'est pas le Conseil général qui veut que l'on retire le projet. C'est d'une part la préfecture qui nous dit, non pas de retirer le projet, mais de prendre en compte certaines caractéristiques. Nous insistons, nous lui montrons la carte qui fait la synthèse des risques liés à l'implantation de logements dans ce quartier de la Grenouille. Tout à fait. Ah oui, mais ça ne m'effraie pas du tout. C'est justement, je vous dis, la richesse de ce projet, c'est que nous avons essayé de prendre l'ensemble des contraintes et faire en sorte que l'on puisse s'installer là où on pouvait s'installer. Et zone humide ne veut pas dire zone inondable, puisque zone inondable, c'est là où il y a de l'eau. Zone humide, il n'y a pas forcément de l'eau. Par contre, il y a une typologie de terre et d'espèces au niveau de la flore qui fait que c'est identifié zone humide. Ces zones humides sont gorgées d'eau. Elles sont plus sensibles aux inondations. La preuve, sur cette photo prise en 1978, ce quartier, situé à côté de la Grenouille, est sous les eaux. Pour Josette Feiss et Christine Vatel, le maire a effacé ce drame de sa mémoire. Il est impossible d'imaginer aujourd'hui un projet viable sur ce terrain. Pour elle, il doit faire machine arrière. On a déposé une requête. Aujourd'hui, écoutez, on attend le résultat du tribunal.
Et je veux dire, ça aboutira pas, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que jusqu'à présent, donc la volonté de la municipalité, ce n'est pas d'arrêter le projet. Sur ce dossier, la préfecture est sur la même longueur d'onde. Dans cette lettre, le préfet indique qu'il a saisi le tribunal administratif de Toulon par requête du 27 juin 2012 en vue de son annulation. Pour être plus clair, il veut stopper le projet du maire du Pradé. Bien évidemment, ces contentieux sont extrêmement longs, extrêmement lourds. Je rappelle que dans ce département, il y a devant le tribunal administratif de Toulon 1700 recours par an contre les actes d'urbanisme, notamment au titre des constructions dans des zones non constructibles, dont certaines sont exposées aux inondations. Au lendemain des inondations dramatiques de Draguignan, le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait tapé du poing sur la table. Nous n'autoriserons aucune construction en zone dangereuse. Il n'y aura pas d'exception. Je comprends les souffrances, je comprends les problèmes de commodité, mais c'est un problème de vie ou de mort. Une déclaration sans lendemain. Dans le Var, malgré les dangers, les projets immobiliers continuent de sortir de terre. Au Pradé, Christine Vatel nous emmène à quelques centaines de mètres du quartier de la Grenouille. Le 26 octobre 2012, après de fortes pluies, cette résidence en construction est noyée sous les eaux. Le terrain est instable. Preuve qu'il faut être de plus en plus vigilant. Avec les changements climatiques, la situation risque de s'aggraver. Bon ben voilà, Josette, ici on se retrouve voilà. devant la nouvelle copropriété qui vient de se construire. D'accord. Et le 26 octobre, nous avons constaté que le garage a été inondé, il y avait 1,40 m d'eau. Oui, la fameuse photo que tu m'avais... Voilà, celle-ci. Ah ok, là d'accord, d'accord. Un nouveau dossier, avec des photos qui prouvent que le lotissement est très vulnérable. Ces clichés, pris par un habitant du quartier, montrent que cet immeuble d'une soixantaine de logements est noyé à certains endroits sous 1 mètre d'eau. Quand on dit à cet endroit il y a eu une telle hauteur d'eau, il faut savoir qu'il peut y avoir plus. Voilà. On nous dit mais non, on va protéger l'environnement, on va faire attention, on va contourner les risques et tout. Oui. On ne peut pas les contourner, les risques. Voilà, tout simplement. Alors que nos passionnariats s'inquiètent des risques dans cette zone, un couple arrive. Il vient d'acheter un appartement dans cet immeuble. Bon, bah alors vous allez avoir peur quand vous allez voir les photos, hein. Tout était inondé et ça, personne ici dans le quartier ne l'avait vu. Quand on a vu ça, on s'est dit, voilà, non. Il tombe des nues. Voilà, regardez les torrents d'eau. Nous, on est carrément ici. Et vous êtes là. Au point le plus bas, d'ailleurs. Voilà. Au point le plus bas. Et ben voilà. Et ben c'est monté jusqu'à 1,20 m. La mairie a aujourd'hui dit ce n'est pas une zone inondable. Mais l'inondation, elle, est bien réelle. Ni le maire, ni le promoteur ne les ont informés que leur appartement avait été inondé. 5 mois après les inondations, l'eau n'a pas disparu. Cette pompe fonctionne 7 jours sur 7. L'immeuble est situé à 2 mètres seulement au-dessus de la nappe phréatique. Depuis notre visite, le promoteur a fait construire un mur de soutènement pour empêcher toute inondation. Ce n'est pas suffisant pour Christine Vatel. L'arsenal législatif doit être élargi à ce type de zone. Que dit la loi? Depuis février 1995, le Parlement a mis en place entre autres le PPRI pour plan de prévention des risques inondations. Dans chaque commune, les préfets doivent délimiter les zones à risque. Il existe 3 niveaux. Non constructible, constructible sous certaines conditions et constructible. Une loi de bon sens pour éviter des drames. Pour Corinne Lepage, députée européenne et ancienne ministre de l'écologie, les maires font ce qu'ils veulent. Je vais vous dire une chose, tant qu'il n'y aura pas, ce que je vais dire ne me fera pas des amis, mais c'est pas grave parce que j'y suis habituée, mais tant qu'il n'y aura pas eu 1 ou 2 condamnations correctionnelles sérieuses pour des cas de ce genre, ça continuera. Pour des maires qui ont construit dans des zones inondables. Qui ont donné un permis de construire dans une zone inondable en toute connaissance de cause. Il faut qu'il y ait des condamnations pour vous. Ah, je pense que oui. Je pense que c'est la seule chose qui pourra faire reculer. C'est-à-dire qu'il y a un risque personnel pour celui qui signe. Corinne Lepage ne mâche pas ses mots, et pour cause. Elle est aussi l'avocate de plusieurs sinistrés, à Draguignan ou encore en Vendée. Dans les 2 cas,
Elle dénonce ces maires qui ont délivré des permis de construire dans des zones inondables. Nous partons en Vendée, et plus précisément à la Faute-sur-Mer. Cette presqu'île est coincée entre l'océan Atlantique d'un côté et l'estuaire du Lay de l'autre. Ici, terre et mer se confondent, des terres qui, depuis le XIe siècle, ont été gagnées sur la mer. La commune que nous survolons ici n'existe que depuis 1953. C'est l'époque où les Français découvrent les charmes du bord de mer. La Faute-sur-Mer se trouve juste en face de l'île de Ré. Des maisons typiquement vendéennes sont construites tout au long de la rivière. Elles sont protégées par une digue. C'est ici que François Anil pensait vivre une retraite heureuse. Mais la tempête Xynthia a bouleversé sa vie. L'eau est rentrée par là, elle a couru tout le long de ce chemin. Donc, rendu ici, il s'est monté rapidement, mais bon, pas tellement. Donc, ça laissait quand même large. À partir du moment où on a compris ce qui se passait, ça laissait largement le temps de se mettre en sécurité. Alors que les gens qui étaient plus loin là-bas, ça a été beaucoup plus vite. Là-bas, derrière la digue, il ne reste plus que cet amas de cailloux. Avant, il y avait une résidence avec de belles villas. Vu d'hélicoptère, c'est encore plus impressionnant. Un quartier a été rayé de la commune. Il ne reste que les voies d'accès qui menaient aux maisons. L'endroit porte désormais un nom, la cuvette de la mort. Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia balaie le littoral atlantique. Pour beaucoup, c'est une nuit d'horreur. Pris au piège, les propriétaires des maisons de plein pied sont coincés. 53 personnes sont tuées par la montée des eaux. 29 victimes, rien qu'à la Faute-sur-Mer, dans cette cuvette de la mort. Un drame d'une telle ampleur aurait-il pu être évité? Pour de nombreux experts, le nombre élevé de victimes s'explique facilement. Le PPRI n'a pas été respecté. En juin 2007, près de 3 ans avant Xynthia, la préfecture avait établi un nouveau plan de prévention des risques pour les communes de l'estuaire du Lay. En rouge, toutes les parcelles situées en zone inondable. Impossible de construire la moindre maison et encore moins une résidence. Et pourtant, dans cette zone, indiquée ici en orange, le maire de la Faute-sur-Mer a bien délivré des permis de construire pour de nouveaux lotissements. Cet endroit deviendra plus tard la cuvette de la mort. Je pense que tout élu, qui s'appelle Maratier ou Tartampion, avec son équipe municipale, il aurait eu la même stratégie de développement, considérant que tous les lotissements dont on a parlé tout à l'heure, ils passent devant les services de l'État, devant la commission des sites, ils ont tous reçu une instruction des services de... Voilà, donc c'était clairement identifié avec avis favorable, donc voilà. Les responsabilités sont multiples. Au lendemain du drame, le maire n'est pas le seul mis en examen pour homicide involontaire et mise en danger d'autrui. La justice poursuit aussi 2 de ses adjoints, un promoteur local et un technicien de la DDE. René Maratier a beau se dédouaner, il n'a pas respecté le PPRI, qui interdisait dès 2007 toute construction dans ce quartier. Je reste persuadé que tout élu, quand il arrive dans une collectivité, on le voit partout, c'est une des missions des communes voilà, d'aménager son territoire. Autrement, ça, si pendant 24 ans de maire, tu fais rien, ça paraît un peu déraisonnable quand même. Jusqu'à la tempête Xynthia, René Maratier était un maire très populaire. Il faut dire que jusque-là, il faisait tout pour développer son petit coin de paradis. Mais en 2001, le préfet de Vendée ferme le camping municipal. Il se trouve en zone inondable. Le maire mobilise alors ses troupes et obtient la réouverture du camping. Voici ce qu'il en reste aujourd'hui. La tempête a tout dévasté. Là, franchement, je commence à être très pessimiste. Je commence à être très pessimiste parce que je me rends compte que rien ne tient devant aujourd'hui le pouvoir de l'argent et les intérêts économiques de très court terme. Rien ne tient.
C'est-à-dire que les maires passent outre. Les maires, ils ont besoin de développement économique, ils ont besoin d'habitants pour avoir des impôts, pour pouvoir faire des routes, pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela, et faire cela pour pouvoir être réélus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour éviter un nouveau Xynthia, l'État décide de racheter à leurs propriétaires 603 maisons. Toutes sont rasées, car situées dans des zones vulnérables. Sur le littoral vendéen, depuis la tempête, seuls 20 millions d'euros ont été injectés pour rénover ces défenses contre les assauts de la mer. Dans ce cadre, les 6 km de digues de la Faute-sur-Mer devaient être rénovés. Mais 3 ans plus tard, toujours rien. Les habitants trouvent le temps long. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que l'État a dépensé 150 millions d'euros, rapport de la Cour des comptes, pour racheter des maisons. Avec 150 millions d'euros, on pouvait faire quand même une digue, on pouvait faire une belle digue. Hein. Une digue, c'est, en gros, c'est 1 million et demi d'euros, 2 millions grand maximum du kilomètre. François Anil est bien désemparé. Il n'a pas été exproprié, mais sa maison reste dans une zone vulnérable. La digue, qui protège son lotissement, aurait dû, selon lui, être renforcée et rehaussée. Ici, c'est une structure sableuse. Bon, il n'y a rien eu de fait, il faudrait tout reprendre, tout refaire. Hein. Et pour l'instant, il n'y a rien eu de fait. Bon. Voilà. Il est d'autant plus en colère qu'une seule digue dans le village a été consolidée. Il s'agit de celle qui était en chantier avant le passage de la tempête Xynthia. Elle protège désormais la funeste cuvette de la mort. Donc là, c'est bien protégé. Bon, il n'y a plus de maison derrière. En fait, dans cette zone, un seul nouveau chantier a vraiment démarré. C'est en face, à l'Aiguillon-sur-Mer, une digue sur des centaines de mètres avec de grosses pierres empilées. Elle protégera en priorité une route et des terres agricoles. Certaines exploitations se trouvent dans la bande du Conservatoire du littoral. C'est le cas de la ferme de Jean-Paul Rau. En 2004, il débarque dans la baie de l'Aiguillon. Jeune éleveur, il possède 250 hectares. Amoureux de cet espace protégé, il sait que cette terre gagnée sur la mer peut très vite être submergée. Avant, je ne regardais pas du tout les coefficients de marée, c'est clair. Et aujourd'hui, les coefficients de marée, ben, je regarde la météo par rapport au vent. Hein. Et c'est les deux combinés ensemble qui nous inquiètent à chaque fois, quoi. Mais avant, je n'y regardais pas, c'est vrai, mais aujourd'hui, on y regarde plus. Lors du passage de la tempête Xynthia, il perd 600 moutons, des veaux, tout son cheptel ou presque. Seules ses 150 vaches ont survécu. Quand je suis arrivé dans ce bâtiment, il y avait de l'eau, j'avais de l'eau jusqu'à la taille. Toutes les brebis étaient dans les barques, dans les parcs. Elles gueulaient toutes, elles me regardaient toutes. Et j'avais pas la solution pour les faire sortir. Jour après jour, il reconstitue son troupeau. 3 ans après avoir tout perdu, il envisage l'avenir avec prudence. Ces derniers temps, il a interrogé les anciens. Il s'est plongé dans l'histoire locale. Et il a compris que seul le retour aux vieilles méthodes peut protéger sa ferme et ses animaux. Il plaide aujourd'hui pour une digue naturelle. Nos brebis vont revenir sur ces digues pour pâturer, pour avoir un couvert végétal qui va être dense. C'est le piétinement, oui, qui va raffermir la digue et qui va boucher les... Comme là, on voit, hein, même si on est en plein hiver, il y a l'argile qui a travaillé. Là, c'est des micro-fissures qu'on voit au travers de l'argile. Mais ces micro-fissures, en plein été, on peut passer la main au travers des fentes. Et donc, les moutons, le fait de passer sur ces digues, va refaire tomber de la terre fine dans ces fentes et va consolider la couche superficielle. Une telle solution sera-t-elle suffisante pour protéger ces terres et ces bêtes? Jean-Paul Rau ne se fait pas trop d'illusions. Est-ce qu'on est franchement en sécurité dans notre zone?
c'est vrai que je commence à réfléchir à un éventuel après au cas où il y aurait un deuxième sinistre. Même si c'était exceptionnel, l'exceptionnel, dans combien de temps il peut revenir? Et j'ai encore 20 ans de carrière derrière moi, donc il faut quand même s'y prémunir, quoi. L'éleveur craint que cette tempête ne se reproduise encore. Il le sait, celle de 2010 n'avait rien d'exceptionnel. La preuve, quand on interroge la mémoire locale, on se rend compte que la région a connu par le passé d'autres événements de ce type. C'est à l'île de Ré, juste en face de la Faute-sur-Mer, que nous avons rendez-vous avec un historien. Ici, aux archives de l'île de Ré, Jacques Boucard, avec l'aide de l'archiviste, remonte le temps. Ils ont pu retrouver tous les événements équivalents à la dernière tempête de 2010. Les digues de Loie ayant été rompues sur plusieurs points, des secours furent demandés à Saint-Martin, 1838 submersion. Les fortes marées du 24 février et jours suivants, favorisées par un grand vent, ont submergé plusieurs parties de l'île. On a des submersions qui se sont produites 2-3 mois après une première, 1940-1941. On peut avoir des périodes qui sont beaucoup plus longues. Par exemple, 1957, on a une submersion. Et après 57, il faudra attendre 99 pour qu'il y ait une petite submersion. Et puis surtout 2010, quoi. On a aussi les dunes là, qui se sont formées. Pour faire taire tous ceux qui refusent de croire à la récurrence de ces phénomènes extrêmes, Jacques Boucard a créé un collectif pour sensibiliser les populations, mais aussi les autorités locales. Tout l'intérieur du Fier d'Ars, donc toutes les zones de marais salants ici. Sur la période d'après-guerre, et notamment les années 70, où on a eu un développement important de l'urbanisation, on a construit dans des zones qui étaient des zones inondables et que l'on savait être inondables. Pour moi, c'est criminel. C'est criminel, et d'autant plus que les gens qui sont originaires de ces territoires savaient que c'était des zones qui étaient fortement inondables. Donc c'est pas un oubli. Pour moi, c'est vraiment, oui, criminel. Avant de le quitter, l'historien nous répétera encore: Xynthia se reproduira, ici et ailleurs. Alors que faire pour protéger toutes ces populations qui vivent dans ces communes si vulnérables? Ne faut-il pas exproprier? Dans une telle hypothèse, il existe le fonds Barnier. Chaque année, une enveloppe de 160 millions d'euros environ est débloquée. Ce budget permet à l'État d'acquérir les maisons situées dans les zones les plus dangereuses, à l'amiable ou par procédure d'expropriation. Actuellement, on vous dit, bah oui, mais là où c'est inondable, il ne faut pas habiter. Ouais. Oui, mais il y a quand même la moitié des communes en France, 19 000, qui sont inondables. Et puis c'est très bizarre. Les gens ont pris l'habitude historiquement de s'installer, vous vous rendez compte, auprès des rivières. On va tous les déménager. Pour le sénateur, cette solution n'est pas réaliste. La prévention des risques sur le terrain doit primer. Mais dans cette période de crise, une telle politique risque d'être impossible à financer, d'autant qu'il faut d'abord régler le passif. Le fonds Barnier, c'est modeste pour payer l'indemnisation de Xynthia, monsieur. Plus Draguignan, qui est tombé la même année. Il faut 3 ou 4 ans de fonds Barnier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent? Non. Donc il y aura d'autres drames? Ça peut arriver, malheureusement, oui, bien sûr, oui. Oui, c'est vrai. À ce stade de notre enquête, une question reste en suspens. Peut-on au moins limiter les risques? Si des centaines de spécialistes, français et étrangers, se penchent sur cette question, il semble que la priorité, pour trouver une parade efficace, soit de retenir les leçons du passé. Dans le sud de la France, une ville est aujourd'hui un exemple à suivre. Nous sommes dans le Vaucluse, à Vaison-la-Romaine. Sous le pont antique coule l'Ouvèze, cette rivière qui traverse la commune et ses maisons provençales. Un patrimoine d'une richesse exceptionnelle qui a failli disparaître sous des tonnes d'eau. Nous sommes le 22 septembre 92.
la rivière déborde de toutes parts. L'eau s'infiltre dans les maisons du centre-ville. Partout, les dégâts sont considérables. Oh là là, regarde, ça s'est écroulé! Ça s'est écroulé, regardez! Dans cette tragédie, 47 personnes périssent ici et dans le reste du département. Le lotissement était protégé derrière une digue. Donc c'est vrai que les gens se sentaient relativement à l'abri, c'est un peu le problème. Alors c'est pas une très grosse digue, c'est pas comme les digues du Rhône, mais le petit monticule qu'on vient de passer, c'est la digue qui était censée protéger le lotissement d'une petite crue. On voit, on a un empierrement. Mais bon, le jour de la catastrophe, la digue elle a été submergée. Donc avant 92, dans toute cette partie-là, il y avait un lotissement, donc des habitations. À peu près dans cet ensemble-là, c'est une 50aine d'habitations. Et puis plus à l'aval, donc plus dans cette direction, il y avait un supermarché et puis quelques commerces autour du supermarché. Pierre Meffre avait 26 ans au moment de cette catastrophe. Aujourd'hui, à la tête de la mairie, il mène une politique sans concession sur l'urbanisation de sa commune. Pas un seul permis de construire n'est délivré dans les quartiers inondables. Reconstruire, c'est inenvisageable. Enfin, ça serait, à la limite, le terme, mais ça serait criminel. C'est-à-dire qu'on remettrait des gens dans une situation où ils risquent de perdre leur vie. Donc ça, c'est pas possible pour un élu. Et puis même dans 100 ans, il faut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé à Vaison-la-Romaine pour éviter justement, si on perdait le lieu de mémoire ici, on prendrait le risque de remettre de l'habitat quelque part, puisqu'on ne se souviendrait plus de ce qui s'est passé. Et puis, bon, à Vaison, il y a quand même beaucoup de gens qui ont connu la catastrophe, donc qui ont perdu un proche. Donc, par respect pour eux, il faut que ça reste un lieu de mémoire. Dans le quartier le plus touché par la crue, la ville a mis en place un parcours de santé avec une aire de jeu pour les enfants. D'autres aménagements ont été réalisés, comme l'élargissement du lit de la rivière. L'arsenal préventif est plus large encore, avec un plan communal de sauvegarde. C'est un plan d'urgence qui doit être activé en cas de crue. Le cahier des charges est très précis. À chaque hauteur de crue correspond un scénario de crise. Tout est prévu. Exercice grandeur réelle au QG de la mairie. On a pris un abonnement avec une société et donc un système d'appel automatique qui va nous permettre de diffuser un premier message par téléphone à toutes les habitations qui sont situées en zone inondable. De manière à... Donc le message, c'est un message que j'ai enregistré moi-même. Bonjour, c'est Pierre Meffre, votre maire qui vous parle. Bonjour, c'est Pierre Meffre, votre maire qui vous parle. L'Ouvèze est en crue. Et au vu de la situation, je vous demande d'évacuer votre habitation et de vous diriger vers les gymnases de la ville. Voilà ce qui se passe dès que le message est diffusé. Grâce à un logiciel dédié, tous les habitants sont prévenus. Les écoles de Vaison-la-Romaine sont impliquées dans cet exercice. Nous sommes à l'école maternelle Jules Ferry. Elle se trouve juste au-dessus de la rivière. La directrice explique d'abord la situation. Alors les pompiers viennent de rappeler, nous sommes donc en alerte. L'eau a atteint 1,50 m, donc nous allons être évacués. Donc pour l'instant on reste dans la classe, les pompiers viendront toquer à la porte quand ça sera notre tour. Les équipes de la police municipale et les pompiers retrouvent les enfants. Tout doit se passer dans le calme. Bonjour. Bonjour les enfants. On va procéder à l'évacuation. On va aller prendre le bus, les enfants. Voilà. Vous mettez bien vos manteaux parce qu'il fait très très froid. Voilà, mets bien ta veste. Non, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Vous allez voir, c'est un exercice. Vous allez prendre le bus, vous allez aller dans une grande salle. Vous allez voir, c'est très sympathique. C'est bon? Allez les enfants, on avance. 2 fois par an, les enfants de Vaison-la-Romaine font cet exercice de simulation. Ils sont habitués.
Ils sont emmenés ici dans le gymnase qui est à l'abri et en hauteur. Qu'ils s'habituent et qu'ils puissent connaître les risques et surtout qu'ils aient le réflexe de savoir quoi faire et qu'il n'y ait pas d'affolement et que ça se passe en toute tranquillité. Mais les petits s'adaptent très facilement. Bon, là, il y a eu quelques pleurs, mais ça se règle très vite et très bien. Cet exercice a aussi pour objectif de sensibiliser et d'ancrer chez ces enfants, dès le plus jeune âge, la culture du risque. Tout avait été calculé avant pour leur permettre de faire l'exercice tel qu'un jeu et qu'ils s'habituent à cela. Et si on doit le refaire dans des conditions réelles, il n'y a pas d'appréhension. La catastrophe de Vaison-la-Romaine a été un électrochoc. C'est après ce drame que les plans de prévention des risques inondations ont été mis en place en France. Un premier pas, mais qui s'avère insuffisant. À Vaison-la-Romaine, le maire sait qu'il ne peut pas faire de miracle, juste limiter les risques. Il y a beaucoup d'activités humaines en France situées dans des zones inondables. Elles sont appelées à rester en zone inondable. Donc il faut plutôt apprendre à vivre avec le risque que de se dire on ne peut pas mettre tout le monde à l'abri. En tout cas, on peut pas il n'y a pas d'aménagement possible pour retenir l'eau et on ne peut pas démolir les maisons et les reconstruire ailleurs. C'est des choses que le pays ne peut pas le faire. Donc c'est vrai on est un peu... c'est compliqué, quoi, voilà. Pour nous, quelque part, c'est plus simple, parce que nous, on a 92. Si Vaison-la-Romaine a eu 92, d'autres villes pourraient connaître ces crues exceptionnelles. Quand on regarde les chiffres, c'est flagrant. 19 000 communes sont concernées, soit 1 sur 2. Au total, c'est plus de 18 millions de personnes qui sont exposées aux crues ou au risque de submersion. Pour tous les experts rencontrés lors de notre enquête, il ne fait aucun doute que la France doit composer avec cette épée de Damoclès. Mais elle doit surtout se souvenir. Aucun élu ne pourra plus dire « on ne savait pas ».